la complémentarité des médias, la complémentarité et l'hybridation entre le digital et les autres supports. Ça nous semblait tout à fait intéressant de pouvoir finir cette journée, cette première journée de Learning Techno avec cette approche qui est que, et Dieu sait si souvent on vient me demander, tiens Yannick, est-ce que tu aurais une liste des livres à lire absolument pour des prises de poste, pour des personnes qui sont en transition, qui viennent dans ces métiers de l'ingénierie pédagogique et du digital. Et là, ben, je pense qu'on va avoir de la matière. Et merci Stéphane. Et évidemment, il va y avoir du temps, encore une fois, pour que vous puissiez vous exprimer. Merci beaucoup Yannick. Effectivement, d'abord merci d'être resté, parce que je vois que c'est un peu frais ici, hein, c'est physique. Donc on va se réchauffer intellectuellement, donc ça c'est important. Qui connaît la FEN? Donc ça c'est la partie on peut se bouger, donc ça c'est bien, bravo. La FEN c'est l'association des responsables de formation, on est 10 000 sur l'ensemble du territoire. On est une association métier, on réfléchit qu'est-ce que le métier du responsable de formation et qu'est-ce qu'on doit faire dans l'avenir. On est par ADN, on est tech. Pour certains ont entendu parler de nous. On avait fait le MOOC du responsable de formation. Quand il est sorti à l'époque en 2016, on était deuxième MOOC de France. Dernière Cécile Desjous qui a un talent fou. Donc ça veut dire qu'effectivement, chaque fois on essaye avec nos membres de proposer des choses. Au lieu de dire il faut faire de la tech, eh ben, on le fait pour de vrai. Voilà. Donc on a lancé aussi la radio Format Radio. Vous pouvez voir si vous tapez sur formatradio.fr. Vous avez donc la dernière émission, c'est Jean-Marie Peretti qui donne les grands chantiers de la formation. Donc belle personne, très connue et donc avec un regard vraiment particulièrement intéressant. Il doit avoir 75 ans, je ne veux pas manquer de respect, mais c'est vraiment une très très belle personnalité avec un vrai talent. Donc je vous invite à l'écouter. Et vous avez aussi, pour être complet, sinon après je me fais taper sur les doigts, la possibilité de suivre afen.fr. Toutes les semaines, vous avez une chronique de 1500 mots sur un sujet de la formation. L'ancienne chronique, c'était comment est-ce qu'on doit restructurer la filière EdTech pour que ça marche bien en France. Alors, ça vous permet d'avoir des pistes. Je vous donne chaque fois un maximum de références pour que vous puissiez recomposer votre idée. Celui-ci, celui qui est là, je crois que c'est le dernier, c'est arrêtons d'infantiliser les apprenants, rendons-leur leur autonomie. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de rendre l'autonomie? Qu'est-ce qu'on appelle infantiliser? Après, que vous soyez pour ou contre, c'est intéressant de prendre position. La FEN a cette vocation à essayer de vous donner des matériaux. Ça peut être sur les neurosciences, ça peut être sur des sujets comme ceci. C'est des matériaux pour vous, c'est gratuit, servez-vous-en si vous aimez bien. Et si vous adorez, bah, likez, puisque c'est gratuit, c'est notre récompense. Donc, une fois qu'on connaît un peu la FEN, la FEN a choisi de développer une partie caritative sur des projets. Donc, soit on prend des sponsors, ce qui est régulièrement le cas, et on s'est dit on va essayer de développer avec un livre qui soit utile pour des gens qui font de la formation, donc qui n'existe pas ailleurs. Et on s'est dit ce livre-là va nous permettre de financer ce qu'on appelle Learn for Good by AFEN, c'est-à-dire nos projets caritatifs. Donc, plus vous investissez, si vous avez un bon esprit de début d'année, dans ces cas-là, plus vous avez un bon esprit, plus vous pouvez aider à des beaux projets. En quoi c'est intéressant ce livre? Et puis après, on va rentrer dans le dur pour pouvoir vous donner des matériaux qui sont utiles. C'est qu'on s'aperçoit que la culture de la formation n'est pas si bien répandue que ça. Par culture de la formation, on entend culture traditionnelle, les classiques. C'est hyper intéressant, parce qu'on ne va pas le traiter, de voir Socrate. Comment Socrate était contre l'écriture manuscrite. Eh bien, la même question et la même démarche et les mêmes réponses sont comment est-ce qu'aujourd'hui Socrate nous donne des atouts pour dire on est contre l'écriture numérique. C'est intéressant de pouvoir citer Socrate. D'abord, ça enrichit votre référentiel. Et surtout, si vous avez un PowerPoint à faire, mettez le PowerPoint, l'image de Socrate, et là, ça fait classe. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Il y a d'autres sujets qui sont intéressants qu'on ne va pas traiter. Celui de la différence entre Montaigne et Rabelais. Montaigne qui disait qu'il faut avoir une tête bien faite. Qu'est-ce qu'on appelle une tête bien faite? Aujourd'hui, c'est hyper intéressant avec le numérique, l'amnésie numérique. C'est exactement cette question. Est-ce que Internet rend les gens idiots? La réponse est dedans. Donc, je vous invite à le lire. Donc, ça, c'est ceux qui vont l'acheter. Les autres, ben, vous ne saurez jamais. Vous mourrez avec cette idée. Hein. Dommage, quoi. Enfin, bien sûr, on est bienveillant, etc. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui,
Ce qui est intéressant dans ces mises en perspective, c'est qu'il faut reprendre du temps long. Avec un volet qui est important, l'entreprise, c'est fait pour que ça marche. Donc l'idée, c'est pas d'intellectualiser l'intellect, c'est d'être capable de dire on veut des trucs qui marchent. Mais avoir des trucs qui marchent, ça ne veut pas dire d'être bête dans sa réflexion. Alors je vais prendre 2-3 exemples. Ce que je vous propose, c'est de démarrer sur l'idée d'individualisation, parce que c'est un sujet que tout le monde aborde, de parler aujourd'hui comment ça marche aujourd'hui la formation, la pédagogie, qu'est-ce qu'il faut ne pas rater avec, par exemple, la pédagogie. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est important, la pédagogie, et qu'est-ce qu'on met derrière ces mots. Et puis on terminera, parce qu'on est comme dans la tech avec la prospective, en nous disant, demain, quand on sera grand, 2045, qu'est-ce qui se passe? Donc si vous restez jusqu'au bout, vous allez avoir du temps long en disant, en 2045, est-ce que déjà je suis à la retraite? Ben, réponse, non, pas pour tout le monde, quoi, je veux dire, c'est moche. Et qu'est-ce qui va se passer? Autrement dit, aujourd'hui, que je sois pour ou contre, si je pousse le trait, on va jusqu'où? Et donc, ça évite un comportement immature qui consiste à dire une innovation pousse l'autre. C'est pas vrai, il y a des trajectoires technologiques qui se dessinent. Et donc, il faut les penser, que vous soyez pour ou contre, peu m'importe. Ce qui est intéressant, c'est que vous y pensiez. Et après, vous militez et tout me convient. Chacun a raison, chacun a ses raisons. Le tout, c'est de se poser les bonnes questions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce programme? Vous restez malgré le froid? Bravo, vous êtes des winners. Alors, si on démarre, une remarque importante, tout le monde se dit, il faudrait que les formations, c'est une réflexion qu'on entend souvent, soient plus humaines. Hein, vous avez entendu ça déjà? L'humain, c'est important dans la formation. Certains disent c'est essentiel. Et donc ça, c'est une bonne remarque. C'est un peu comme l'eau, ça mouille et le feu, ça brûle. C'est important de le rappeler, surtout quand on n'a rien à dire. Et donc, on entend souvent des gens dire « revenons à des formations humaines ». Notez qu'une formation sans humain, oui, c'est un peu bizarre comme concept. Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'humain? Et là, si on a tout dit quand on a fait cette phrase, on veut des formations authentiques. Moi, je suis d'accord sur le principe. Hein. Vous savez, quand on est consensuel, on sort des fêtes, il y a encore, c'est pas très longtemps, donc on reste encore sur la période des vœux quasiment. Donc ça veut dire qu'on se dit, c'est pas faux, comme on dit en Camelot quand on n'a rien à dire. Ben ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce que vous appelez un humain? L'humain qui est retenu, c'est l'humain de Descartes. L'homme doit être rationnel. Le je pense, donc je suis. Et ici, il n'y a que des gens rationnels, non? Regardez autour de vous. Non, il y en a quand même un peu. Non? Je vois qu'il y a des gens qui refusent de regarder leurs voisins. Il y a un manque de relations humaines, là, je veux dire. Non? Bon, disons que, reprenons les bases. L'homme doit être rationnel. C'est pas faux. Hein? Cette idée qui vient de Saint-Augustin, qui dit l'homme, c'est le maître intérieur. À un moment, il regarde les choses et il se fait sa propre idée. C'est pour Saint-Augustin la part de Dieu. Pour Descartes, c'est la part de la raison. Donc ça, c'est le XXe siècle. Si vous arrêtez là, c'est que vous êtes bien pour le XXe siècle. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a quand même une capacité de progression. Hein. Le XXe siècle, c'est quoi? C'est l'organisation scientifique de la formation. C'est-à-dire tout est organisé scientifiquement, rationnellement. Je vous rappelle que ça a été un peu à la fin, les gens critiquaient, parce que derrière, le nazisme était rationnel. Le stalinisme était rationnel, sur une raison qui était douteuse, mais ça veut dire qu'il se fondait sur la raison. Donc la raison était quelque chose qui t'a critiqué. La raison seule t'a critiqué. Et c'est comme ça qu'est né, et dans la formation, c'est ce qu'on trouve, c'est comme ça qu'est apparue l'émotion. Et donc, comme on critique la raison, on se dit l'homme n'est pas que raisonnable, il est aussi émotionnel. Et c'est comme ça que la science s'y est intéressée. Et vous connaissez Antonio Damasio. Il y en a qui ont entendu parler d'Antonio Damasio. C'est le neuroscientifique spécialisé sur l'émotion. Antonio Damasio nous dit l'homme est d'abord émotionnel. Et donc, si on veut intéresser les apprenants, c'est pas en leur racontant une histoire, c'est en touchant leur cœur pour pouvoir les faire adhérer et favoriser l'engagement. Si vous ne mettez pas d'émotion, personne ne va vous suivre. Autrement dit, votre transmission ne sert à rien. Il suffit d'envoyer un PDF, les gens savent lire. Qu'est-ce qui manque? Il manque l'émotion. Alors, à ce moment-là, est né le jeu, on s'est repris en disant il faut gamifier tous les éléments. Je vous rappelle que l'émotion, c'est pas que le jeu. Créer une adhésion sociale peut faire en sorte qu'effectivement, les gens vous suivent. Donc, on se dit, ce qui est pas mal, c'est que l'homme soit rationnel, mais pas que rationnel, soit un petit peu émotionnel, parce que c'est mieux.
Est-ce que c'est tout? Bah non. Vous avez par exemple Emmanuel Lévinas qui vous dit que l'homme doit être relationnel. Et celui-là, il est pas mal, Emmanuel Lévinas. Parce que c'est relationnel, ça veut dire en relation avec les autres. Et ça marche bien sur la relation apprenante, sur les communautés apprenantes. Vous choisissez quel homme? En fonction de ça, si on choisit l'homme émotionnel, il faut l'amuser, l'homo ludens. Soit on choisit l'homme relationnel, alors il faut créer des communautés apprenantes. L'homme relationnel, c'est quoi? C'est la relation qui est importante pour moi. Autrement dit, je pense donc je suis, eh bien ça va se traduire, c'est tu penses donc je suis. Et ça, c'est plutôt à la mode. Autrement dit, on réunit les gens tous ensemble pour leur dire, eh bien ça a du sens de faire des choses ensemble. Vous avez pu entendre cette citation que j'aime, cette statistique que j'aime bien. L'Institut Sapiens, ils font des statistiques souvent un peu décalées. Donc je vous invite à les regarder. L'Institut Sapiens dit que les Français à 97% sont pro-science. Ils aiment bien la science. Donc pourquoi pas? Donc ça c'est bien majoritairement. Sauf que 2 Français sur 3 préfèrent qu'on leur raconte une histoire par leur voisin qui est non scientifique que par un expert. 2 Français sur 3 ont plus confiance à un non scientifique qui est mon voisin qu'à un expert. Parce que l'expert, on ne sait pas trop qui le paye, pourquoi il dit ça, est-ce que ça serait pas un peu, il n'y aurait pas derrière des choses comme ça. Il y a une vraie remise en cause de l'autorité, il y a une vraie remise en cause du verbe. Alors que mon voisin, je le connais, c'est celui d'à côté de moi. Il est nul comme moi, mais on est pareil. Donc c'est intéressant ça comme élément. Quand on dit je veux transmettre, c'est soit vous transmettez 20e siècle avec une vraie ligne hiérarchique puissante, et là vous mettez la force sur votre transmission, soit vous vous dites on fait 21e siècle, les Français préfèrent celui d'à côté. Et c'est ainsi que naquit la pédagogie. Howard Rheingold a créé ce mot en 2011, et donc ensuite il a créé des concepts qu'on retrouve sur les entreprises apprenantes ou des choses comme ça, c'est-à-dire le pair à pair n'est pas une lubie d'intellectuel qui était en manque d'idées, c'est le fait que c'est ce qui marche. Et donc aujourd'hui, quand on dit quel est l'individu, qu'est-ce que vous appelez un apprenant, un être humain, votre définition va tirer votre fil jusqu'à vos pratiques. Tout est bon. À vous de choisir ce qui est votre définition. 2 livres essentiels pour comprendre les apprenants. Norbert Elias, La société des individus. On a émietté le travail, on a émietté les apprenants jusqu'à ce qu'ils soient tout seuls. Ce qui, au début du XXe siècle, s'est traduit par le one-to-one. Qui c'est qui ici a des amis? Alors ceux qui n'en ont pas, il existe Tinder, il y a des choses comme ça. Vous voyez, non mais, je veux dire, n'hésitez pas, il y a des espaces où le numérique peut vous aider quelque part. Hein. Si, c'est bien, on fait avec ce qu'on a aussi. Hein. Pour les autres, ce qui est important dans cette démarche-là, c'est qu'à force de penser l'individu tout seul, rationnel, vous en faites des sociopathes. C'est pas des, il y a personne qui fonctionne tout seul. Il y a personne qui dans sa chambre se dit je refais le monde. Ou alors c'est qu'il a fait une soirée un peu arrosée. Comme. La réalité c'est quoi? C'est quand je me dis qu'est-ce que je vais faire quand je serai grand, et vous faites quoi? Et on en parle. Ah ouais, ça c'est pas mal ce que vous me dites là, ça m'intéresse, bah, je vais faire pareil. Ou alors je trouve ça débile, je vais faire le contraire. Mais ça veut dire que c'est l'autre qui va me permettre de me construire. Ça c'est un être humain normal. Aristote disait que l'homme est un animal social. Dans ces cas-là, retirer le social, c'est plus un homme. C'est autre chose, une machine. On va voir que c'est vachement important pour justement la montée en puissance des machines. Autrement dit, c'est ainsi que naquit dans les entreprises le marketing de la formation. 20e siècle, il n'y avait pas de marketing. 21e siècle, il y a du marketing. Pourquoi? Parce que les formations sont tellement rationnelles qu'elles sont pénibles et que si vous n'avez pas à ce moment-là un dirigeant, un manager qui vous oblige à venir, vous dites bah j'y vais pas. C'est trop long et c'est pénible, ça ne correspond pas à ce que j'attends. Le marketing, c'est quoi? C'est apprendre à donner envie. Certains disent le design qui donne plus de place à l'émotion. Tout est bon. Le marketing, c'est donner envie. Le rôle d'un organisme de formation, le rôle d'un responsable de formation, ça ne va pas être d'avoir du contenu. Le contenu est de plus en plus disponible, de plus en plus gratuit. C'est d'être capable de donner l'envie et de maintenir cette envie dans une relation apprenante. Intéressant ça. Est-ce qu'on sait le faire? Bah oui.
On le fait sur des pots de yaourt. On peut le faire chez les êtres humains. L'être humain qui achète son pot de yaourt, on lui dit celui-là, ça n'a rien à voir avec celui d'à côté. Il est aussi blanc, mais celui-là, il est mieux pour toi. Eh bien, on est capable de donner l'envie. Le seul élément, c'est comment est-ce qu'on donne envie. Soit comme les sociopathes, un par un, soit vous développez ce qu'on appelle des communions apprenantes. Tout le monde se retrouve et il se passe quelque chose. On kiffe la formation. C'est une aventure humaine. Et là, les gens se disent waouh. Et ce waouh là, c'est ce qui fait que je suis content d'y être. Ça s'écrit, ça se travaille. Ça s'appelle de la pédagogie. Quand on rentre en formation, on travaille avec les apprenants pour justement les faire cristalliser, qu'ils aient envie d'être dans la formation. Et le rôle du pédagogue, c'est d'écrire une pédagogie affective qui s'inscrit dans le temps. C'est-à-dire qu'on tienne pendant toute la durée de la formation, synchrone, asynchrone, à distance, tout est bon. Comment je fais des moments de cristallisation. Voyez? Donc, suivant la définition qu'on se donne au départ, on arrive à des résultats différents. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est à la mode? Alors, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le XXe siècle, c'est le siècle des experts. Le XXIe siècle, c'est le siècle des apprenants. On ne connaît pas les apprenants. On ne sait pas comment est-ce qu'ils marchent aujourd'hui. Donc, grosso modo, on se dit, ils marchent un peu tous pareil, à la louche. Alors, on peut faire des profilages. C'est-à-dire, ça, c'est un peu l'étape intermédiaire. La réalité, c'est qu'on va aller vers du big data. Ce qui est intéressant dans ce big data, c'est que ça va nous permettre, avec la machine, de mieux connaître les apprenants. Comment est-ce qu'ils apprennent? Il y a ceux qui apprennent juste la veille avant l'événement. Il y en a qui apprennent un mois avant parce qu'ils sont fonctionnés comme ça. Lui, celui que j'ai en face de moi, il marche comment? J'en sais rien. Est-ce que c'est quelqu'un qui est rationaliste? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans l'émotion? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans le collectif? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la projection? J'en sais rien. Et donc, la donnée, le big data, ça va nous permettre de dire, en brassant toutes ces données, on va être capable de connaître l'apprenant mieux qu'il ne se connaît lui-même. Et donc ça, c'est important. C'est que ça, c'est quelque chose qui se travaille. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence à se tester en entreprise. Les entretiens professionnels ont été testés en entreprise. 93% de taux de satisfaction, supervisé bien sûr par l'homme aujourd'hui. Mais demain, la supervision pose question. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? À vérifier. L'algorithme, quand il tourne, il tourne, il tourne. Au bout d'un moment, ça marche. Autrement dit, la formation se réinterroge. Donc ça veut dire que quand on se construit une pédagogie, aujourd'hui, il faut se dire comment fonctionne. Alors le truc, les pédagogies descendantes ne marchent plus. Autrement dit, quand moi je fais un truc qui est intelligent parce que c'est moi qui l'ai fait, quand j'arrive et je me confronte à des gens qui sont, on voit bien qu'ils sont pas finis parce qu'ils n'aiment pas mon travail, alors qu'il est bien, c'est le mien. Non? Si, c'est quand même, moi j'aime bien ce que je fais en général. Donc ça veut dire pourquoi? Parce que les apprenants ne veulent plus ça. Alors soit je leur dis, tu fais ce que je dis parce que c'est moi le patron, et voilà, c'est écrit comme ça sur la boîte, voilà, tu fais comme ça. Et dans ces cas-là, on est très 20e siècle, et ça dépend de votre boîte, il y en a qui fonctionnent très bien comme ça encore. Soit on dit, on n'a qu'à rentrer dans le 21e siècle. On n'est pas à l'abri que depuis quelques années, on y soit. Le 21e siècle, c'est quoi? C'est au lieu de faire du storytelling, je vous raconte des histoires pour vous tenir, racontez-moi des histoires. Et on développe du story making. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle, alors c'est souvent des anglicismes, parce que c'est les États-Unis qui lancent tout, on fait du learner generated content. Donc ce qui est de l'anglais, je le dis parce que j'ai un accent, les gens trouvent que je ne suis pas toujours à la hauteur de mes espérances. Sur mon anglais, il y a des marges de progrès, diraient d'autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut redonner la main, à l'apprenant. Et donc le gros avantage, c'est qu'en fait, les pédagogies, au lieu de rentrer dans le cadre par le formateur, l'animateur, on rentre par l'apprenant. On lui dit par exemple un Word Café, des choses toutes simples, que ce soit en numérique ou en présentiel, qu'est-ce que d'après toi les gens attendent de ton travail? Et on libère la parole. Et cette parole libérée permet d'avoir une pédagogie agile, parce qu'à la fin, la pédagogie, c'est pas on papote ensemble. On a des objectifs à atteindre. Mais l'entrée de l'objectif, c'est vous me donnez d'où vous êtes. Vous êtes comme chez McDo, venez comme vous êtes. Et après, on va atteindre les objectifs. D'accord? Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est structurant. C'est la rentrée dans la formation du 21e siècle avec les apprenants. Ce que certains disent, c'est un peu du wording. Il faut remettre l'apprenant au centre de la formation. Donc la question, c'est comment? Redonne-lui la parole. Redonner la parole, ça veut dire qu'on considère que l'apprenant n'est plus un enfant. Un enfant, c'est celui qui est privé de parole. Autrement dit, c'est le rendre adulte.
Des fois qu'on ait des gens adultes qui sont avec nous. On n'est pas à l'abri. Alors, comme je l'avais promis, pour pas déborder, cette tendance-là qui est à suivre, vers quoi on va? Alors, certains ont dit le changement, c'est maintenant. Alors, au début, ça leur avait marché. Hein, ça avait, voilà. Alors, notez bien le au début. Hein. C'est-à-dire que, quel est notre avenir? C'est la montée en puissance des machines. Vous avez pu voir, par exemple, GPT, par exemple, GPT-3, avec ChatGPT, par exemple, mais qui est une application, mais ça peut être mid-journée ou daily, qui est une autre application de la même base. GPT, il y en a qui ont entendu parler, hein, donc tout le monde en parle parce qu'en fait, il y a des tricheries. On aime bien passer par les tricheries pour ou des nouvelles façons de faire. Hein, donc ça veut dire qu'un test a été fait sur l'île, sur toute une classe d'âge, 60%, dans une école, utiliser GPT pour répondre à leur sujet. Ce qui est pratique. Enfin, on optimise le temps de rédaction des devoirs. Donc ça, c'est bien pour les apprenants. C'est intéressant. Si on pousse plus loin, ça donne quoi? Ça donne le fait que, comme on connaîtra mieux l'apprenant, on va pouvoir anticiper, faire du prédictif. Et donc, on sera capable d'avoir les besoins avant qu'ils apparaissent. Et donc, ça veut dire derrière que la machine devient plus importante que l'homme. Et Elon Musk, qui est celui qui a fait OpenAI, donc ChatGPT, dit aussi que l'homme peut devenir le toutou de la machine. Et c'est vrai. C'est qu'au bout d'un moment, la machine étant plus rationnelle, plus efficace, elle tourne plus vite, elle vous donne plus de matériaux, mieux, elle vous crée des contenus aux besoins. Donc ça veut dire que le risque, c'est qu'à un moment, l'homme va devoir repenser sa nature, et c'est ce qu'on appelle la singularité. C'est Ray Kurzweil qui en parle, et donc il vous dit en 2045, c'est à ce moment-là que l'homme va basculer. Et donc ça veut dire qu'effectivement, dans ces cas-là, on va poursuivre cette tendance-là avec la tech. Simplement, il est nécessaire, la tech, c'est un outil. Comment est-ce qu'on resocialise tout ça? Et ça, c'est une belle question. D'accord? Voilà tout ce que vous pouvez travailler très rapidement, à grands traits, dans cet ouvrage-là. Peut-être une ou deux questions avec la salle? En se disant des choses que vous avez entendues? Ou vous dites, est-ce que vous êtes prêt à abandonner la formation ou vous restez? Qui reste? Ouais. Alors pourquoi c'est intéressant de rester? D'abord parce que j'y suis. Non, mais c'est mieux, je préfère, à la limite, voilà. Non, c'est peut-être un peu perso, on est d'accord. Mais ça veut dire aussi, parce que le métier premier de la formation, c'est pas toutes ces logiques d'imputabilité. Le métier premier de la formation, c'est la transformation. Et dans un monde qui se transforme, on a besoin de formation. Plus que jamais. Donc on a besoin de gens qui organisent ça. Et c'est pas l'individu qui organise tout seul. C'est bien, la formation, c'est un apprentissage socialisé. Autrement dit, c'est ce que la société dit qu'il faut apprendre. Et donc, on a besoin de gens qui le disent. Et dans les entreprises, on a besoin de quelqu'un de l'entreprise qui se lève et qui se dise, moi, je me porte garant. J'ai peut-être pris plein de choses qui sont gratuites ailleurs, j'ai peut-être fait le boulot comme ça, mais moi, je me porte garant de ce que je pose. Et moi qui suis apprenant, et je ne vais pas prendre la tête, vu ce que je suis payé pour reconstruire ma pédagogie, ce que je fais, c'est qu'effectivement, je vais faire ce qu'on me donne. Et j'ai confiance. Donc, j'ai construit ce qu'on appelle une image de marque de la formation qui est plutôt bonne dans les entreprises. Aujourd'hui, les gens apprécient la formation. Ils trouvent que c'est de bonne qualité, ça leur est utile. Dans ces cas-là, eh bien, je vais me leur faire confiance parce que ça m'évite bien un boulot. Autrement dit, le boulot du responsable de formation, ça va être d'abord de choisir. C'est l'histoire des pots de confiture. C'est-à-dire, si je vous dis tout est disponible, vous n'achetez plus rien. Si je vous dis il y a 3 pots de confiture, c'est l'optimum, vous allez acheter plus parce que quelqu'un a fait le choix. Donc, le responsable de formation, le manager de la formation va devoir choisir en amont, mais après, et surtout quand il a choisi, de faire rêver les gens, d'érotiser la formation. Autrement dit, de trouver de la matière pour que chaque individu ait envie d'apprendre. Ça, c'est le boulot de la société pour justement que les gens nous suivent. Sinon, les gens, ils apprennent, mais sans la société. Et donc, on ne peut pas les mobiliser sur le projet stratégique. Vous voyez, on a besoin de responsables de formation en entreprise, même si la tech joue des choses importantes. C'est un métier qui va devoir rester. Donc, tous ceux qui ont levé la main, bonne pioche. Simplement, votre métier, vous allez devoir le reconstruire tout le temps. On a 10 ans pendant lesquels il va falloir le réinventer constamment. Donc, se dire, tiens, il y a quelque chose de nouveau. Est-ce que ça va marcher? On n'en sait rien. Mais je suis obligé de suivre un peu. Est-ce que tout ce qui est le méta est quelque chose d'important? Est-ce que l'audio va prendre de la place? Qu'est-ce qui va s'imposer? J'en sais rien.
on le sait qu'à l'usage. Simplement, je suis obligé d'être en veille de tout ce qui existe. Donc, soit la veille, vous la portez seul parce que vous n'avez pas d'amis. On en a parlé au début. On n'aborde plus le sujet. Soit deuxième élément, dans ces cas-là, faites de l'intelligence collective. Allez dans des collectifs où justement, on a EdTech France qui permet de se dire qu'est-ce qui existe chez eux. À plusieurs, on est plus fort que tout seul. Vous avez la FEN qui le fait. Il y a plein d'autres espaces. Ils sont tous très bien. Sinon, construisez le vôtre. Et c'est avec ça que vous pouvez grandir. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute.